Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur cette émission spéciale que nous avons l'honneur d'animer avec nos invités considérés comme le laboratoire des grandes intrigues politiques. Le Bénin d'aujourd'hui, Dahomey d'alors, s'est illustré de par le rôle prépondérant, oui, le rôle très prépondérant joué dans le temps par les responsables, les différents acteurs politiques. Bien sûr, en son temps, ceci se passait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où les territoires sous protectorat devraient se libérer, devraient être libres. Pour la postérité, ETélé fait un retour dans l'histoire du Dahomey donc pour décortiquer avec nos invités la période d'avant 1960 jusqu'en 1972. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Intrigue politique, oui, il en avait. Mais pourquoi et quelles sont les forces qui étaient en présence et en opposition? Pourquoi et pour quel intérêt? Des coups d'État intervenus à plusieurs reprises, à maintes reprises, avaient-ils leur raison d'être dans le dénouement des nombreuses crises qui secouaient le pays? Le coup d'État du 26 octobre 1972, qui changeait le cours de l'histoire, sera aussi analysé. Une comparaison avec nos réalités, la réalité d'aujourd'hui, ne sera pas occultée au cours de cette émission spéciale qui regroupe autour de ce plateau le professeur Léon Biobigou. Professeur, merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous nous faites pour parler de notre pays, parler de notre histoire. Très bien. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Merci. Vous êtes historien en fait. Vous êtes historien. Vous êtes historien. C'est avec vous que nous avons. À l'université. Merci. Merci d'être là, professeur Léon Biobigou. Avec vous, nous avons Monsieur Kodjo Pierre Tchon. Monsieur Kodjo Pierre, merci d'être là. Merci, monsieur Moussa Tedul, Très bien. invité. Oui. Je vous renouvelle mes félicitations pour le travail que ITélé a accompli pour l'information de notre jeunesse et de notre population. Merci à vous, monsieur Théoutier. Je rappelle que vous êtes professeur de mathématiques à la retraite, enseignant donc à la retraite, membre du parti de la Révolution populaire du Bénin, membre du PAPB, donc plus précisément de la Ligue nationale de la jeunesse patriotique. L'histoire est avec vous, nous allons en savoir davantage tout à l'heure. Merci. Merci d'être là. Et puis un troisième invité, monsieur Irénée Yolonfon. Monsieur Irénée Yolonfon, merci d'être là. Merci beaucoup, monsieur Théodule. Merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur des postes et télécommunications à la retraite, premier chef du district, les CD dont on parlait auparavant, donc premier chef de district premier CD du district rural de Pomassé. Et puis dans le temps, quand on entendait Pomassé, oui, c'était l'autre base de la révolution populaire du Bénin dans le temps. Merci d'être là. Avec vous, donc, nous allons replonger dans l'histoire du Dahomey et donc du Bénin, oui, surtout pour la postérité. Professeur Léon Biobigou. Alors, je commence, je préfère commencer par vous. Alors, tout a commencé, les problèmes ont commencé en 1945, a-t-on appris, lorsque cette volonté de libérer les territoires, de cette autonomie a commencé par se manifester. C'est exact. Oui. Et comme vous l'avez su bien le dire en introduction, pour comprendre ce qui s'est passé de 60 à 72, il faut remonter 15 ans. C'est ce qu'on appelle la veille de l'indépendance. La veille de l'indépendance. Exactement. Et précisément, parce qu'on est dans le domaine de l'histoire, ce ne sont que des dates. C'est ça. La date qu'il faut retenir fondamentalement, c'est la date de 1944. La date de 1944. Et pourquoi 1944? Ah, pourquoi 1944? C'est en 1944 qu'il y a eu la conférence de Brazzaville. C'est ça. La conférence de Brazzaville en 1944. Et cette conférence a pris fin en février, disons bien, en février 1944, précisément le 8 février.
Et pourquoi Brazzaville? La plupart des colonies françaises en Afrique, la France les avait organisées en grand ensemble. Il y avait l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, il y a Madagascar, le Somalie, donc des grands ensembles. Et 1944, on était déjà avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la France avait besoin de ces colonies à deux niveaux. Par rapport à la participation pour les efforts de guerre, entretenir les troupes, mais aussi des troupes, des gens qui vont aller au front. Et justement, c'est à ce niveau-là, René Pleven, c'est lui qui dirigeait donc cette conférence, était présent. Et René Pleven, à ce niveau-là, et en présence de près de 18 gouverneurs. Ah oui, près de 18 gouverneurs. 18 gouverneurs de l'Afrique occidentale française, l'Afrique orientale française, ainsi de suite. Et c'est là, de cette conférence, et on dit, oui, pour la participation à cette guerre, mais il y a une condition, à savoir que après la guerre, ils demandent l'autonomie, l'indépendance. C'est pour cela qu'on dit la conférence de Brazzaville de 1944 a sonné le glas de l'ère des indépendances au niveau des différentes colonies. Et il y a René Pleven, celui dont le nom on est alors ça c'est Cotonou 2. Oui. Là. Et De Gaulle lui-même était arrivé à Brazzaville. Et donc, voilà pourquoi en 1945, la guerre est terminée. En 1945, toutes les colonies ont eu un statut supérieur, à savoir autorité politique. C'est en 1945 que les colonies ont eu le statut d'autorité politique. Et autorité politique signifie quoi? Autorité politique signifie que ces colonies doivent être représentées à l'Assemblée nationale française. Vous voyez comment progressivement déjà ça a commencé. Ça a commencé. Et il y a les premières élections, bien sûr, que ils vont organiser au niveau de la France. Par rapport à ces élections législatives, ils ont réservé 63 sièges de députés aux colonies. Et c'est dans la répartition de ces 63 que la colonie de Dahomey a reçu un seul siège dans les répartitions. Parce que c'était accolé au Togo, parce que... Pourquoi on a accolé au Togo? Parce que tout simplement, l'Allemagne a perdu la guerre, la plupart de ces colonies ont été récupérées pour être annexées aux colonies des victorieux, donc la France. Nous, c'est ainsi que nous avons eu un siège de député. Et il y avait 2 collèges pour ces premières élections. Pour aller en campagne, c'était un système uninominal. Donc 2 collèges. Alors, le collège des citoyens, donc des Français, et le collège des indigènes que nous étions. Et parmi les indigènes, je crois qu'il doit y avoir un certain nombre de candidats, donc à Piti bien sûr. Et du côté aussi des citoyens, un certain nombre de candidats, dont le révérend Père Opié, qui est le parrain politique de président Apiti. C'est cela. Et c'est déjà là les problèmes que nous allons connaître par la suite, les problèmes politiques d'instabilité que nous allons connaître par la suite, c'est déjà là les prémices sont commencées. Et pourquoi le choix? Pourquoi les prémices ont commencé là? Pourquoi ça a commencé? Parce que l'on dit, ceux qui veulent là, il y a certains, tous ceux qui étaient candidats, ceux qui à l'époque nourrissaient l'ambition d'être premier député. Bien sûr, il y avait Apiti, mais il y avait, comment on appelle, à Omodébé, il y avait les mille poissons,
Il y avait Ignacio Pinto. Pas moins de 7 en tout cas. Donc il y a déjà ça. Donc bon an, mal an, c'est la candidature d'Apiti qui a été retenue. Comme c'est un scrutin uninominal, donc chacun va chercher, on appelle ça voix partout, sur l'ensemble du territoire de la colonie. C'est bien après qu'on aura le scrutin de liste. Donc, pour ces premières élections, c'est Apiti qui a été largement en tête des autres candidats. Et du côté des citoyens, c'est le révérend père Pierre qui a été élu. Voilà comment on a eu le premier député à l'Assemblée nationale pour représenter la colonie du Dahomey. Donc, comme le Togo est annexé au Dahomey, naturellement, il est à la fois député du Dahomey et du Togo. Voilà comment le statut d'autorité politique a commencé avec ces premières élections législatives avec Apiti comme premier député de notre pays. Très bien. Merci, professeur Léon-Bigou. Nous allons évoluer tout à l'heure. Je voudrais me diriger vers monsieur Tiongtien. Voilà un peu l'histoire, le début, depuis 1944, qui nous a été conté de façon très, très brève, sans rentrer dans les détails. Oui, en tant qu'enseignant, en tant qu'homme politique, qu'est-ce que cela vous inspirait? Vous en aviez appris, vous aussi, dans le temps et au regard de vos expériences. Voilà. Qu'est-ce que cela vous inspirait jusqu'à ce moment-là? Je crois que jusque-là, les divisions internes n'étaient pas encore apparues comme importantes, et parce que l'esprit d'unité prévalait. Mais ce qu'il est bon de mettre en relief à cette étape-là, c'est la combativité de notre peuple, son refus de la domination étrangère. Ça, c'est un sentiment caractéristique du peuple béninois, cette fierté nationale-là mérite d'être perpétuée et transmise de génération en génération. C'est ça. En effet, il y a eu la période des résistances. La résistance du royaume d'Abomey, dirigée par Béhanzin. La résistance du royaume du Borgou. Bon, là, c'est le professeur Léon Bigou. Il a produit là-dessus. Donc, je lui laisse la priorité pour... Mais, en bref, il y a cette résistance-là, avec Bioguera. La résistance des populations de la Takora avec Kaba. Bon. Et cet esprit-là a été transmis aux premiers intellectuels, dont Louis Onkari, qui a dirigé à Porto-Novo un mouvement anticolonialiste certain. Bon. Donc, tous ces sentiments de revendication d'un statut, enfin, d'autonomie, a été porté aussi par les comités de presse. Beaucoup de journaux paraissaient qui s'attaquaient aux abus des commandants de cercle, des gouverneurs. Et bon, donc, il y a tout ce courant-là. Comme le professeur l'a dit, le tournant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la conférence de Brazzaville a donné un regain à tout cela. Et c'est dans le même courant qu'on verra apparaître le premier parti politique fondé par les Dahoméens, l'Union progressiste du Dahomey. C'était le seul parti regroupant l'intelligentsia de notre pays en ce moment-là, sans clivage. Bon, c'est dans le cours des événements, la participation aux différentes élections, la possibilité qui était donnée aux uns et aux autres de se faire valoir, c'est dans ce mouvement-là que nous verrons les contradictions apparaître, chacun s'appuyant sur son fief constitué par sa région d'origine, et ses proches, et petit à petit, l'unité qui était le mouvement initial
va s'effriter et on va s'installer dans des divisions, des alliances, des contre-alliances, ainsi de suite. On va en parler au cours de cette émission. Oui, on va surtout que nous avons un historien ici et des analystes. Monsieur Yonfoui René, oui, l'ancien président Soromiga Akpiti représentait et le Dahomey et le Togo. C'est dire donc que depuis lors, le Togo et le Bénin étaient considérés comme un seul pays, un seul, c'est-à-dire partageant presque les mêmes cultures, les mêmes ambitions, la volonté de se libérer. Est-ce que vous avez fait cette lecture, vous avez observé ça vous aussi? Soromiga Akpiti était réellement élu comme représentant les deux pays. Très bien. Mais ça n'a pas effacé quand même l'entité Togo. Surtout que le Togo n'était pas colonisé au départ par la France. C'est ça. C'est les résultats de la guerre qui ont conduit le Togo à se retrouver ensemble avec le Dahomey en ce moment. Donc, le fait d'élire et de désigner Akpiti comme représentant des deux entités, ça n'enlève pas du tout la volonté des Togolais à être eux-mêmes dès le départ. Ça n'a pas effacé du tout ça. Et il y avait quand même des cadres togolais qui étaient dans le combat au même niveau, au même titre que ce qui se passait au Dahomey. C'est ça. On parlera des Olympios. Oui. Donc, avec ça là, il fallait s'attendre nécessairement à l'éclatement tel que... Éclatement, oui, il y en avait eu, puis c'est déjà, il y avait un grand intellectuel qui était à côté, Émile Derlin Zissou, qui s'affirmait et qui aussi nourrissait des ambitions de pouvoir peut-être siéger, de combattre entre griffes sur Soromiga Akpiti, parce qu'à un moment donné, il y a eu un refus de sa part. Monsieur Ilonfo, monsieur Tiens, avant qu'on se retourne vers oui. Oui. Et à ses tout débuts, on ne sentait pas une opposition de Émile Derlin Zissou à la candidature d'Akpiti. Ceux qui étaient opposés à Akpiti, je commence à oublier les noms, étaient les candidats soutenus par l'administration coloniale. Pour le premier collège, ça bon, va venir, en tout cas, ça viendra, voilà. Mais donc, c'est Émile Derlin Zissou, c'est au congrès du RDA qu'il sera proposé comme secrétaire général du RDA. Du RDA, oui. Compte tenu de la confiance qu'on lui faisait, mais il a décliné l'offre. Parce qu'il n'avait pas confiance en ses proches. Ce que j'ai appris, c'est que il considérait que le RDA était sous d'obédience communiste, suscité par le Parti communiste français, et il s'en méfiait. Bon, mais ça là, c'est un peu plus loin que au début 1944-1945. Mais son opposition à Akpiti ne se manifestait pas en ce moment-là. Ceux qui étaient opposés, les noms m'échappent, mais il y avait au deuxième collège Casimir Agbo, qui est l'auteur d'une histoire de Ouida. Au premier collège, opposé au révérend père Pierre devait être un certain Bourjac, si je ne me trompe pas. Très bien, c'était ça. Bon. C'était ça. L'esprit
d'opposition n'était pas évident au départ. Parce que ce qui a favorisé Akpiti, c'est qu'il a été proposé pour travailler dans la commission Gaston Monnerville, qui devait étudier le devenir des colonies françaises après la fin de la guerre. Donc il y a participé, et quand il y travaillait, les anciens qui ont mené les combats, les Paul Hazoumen, les Augustin Nikwe, non, le Augustin, un des fondateurs de Novicia, dont j'ai commencé à oublier. Donc, ici, eux, ils élaboraient des documents qu'ils lui envoyaient pour soutenir les propositions qu'il... Donc, à la fin des travaux de la commission Monnerville, quand les élections pour la constituante devaient arriver, il était perçu comme le candidat naturel des autochtones. Des autochtones, très bien. Je passe sous le contrôle du professeur qui va revenir sur la question d'ici là. Monsieur René Ilonfon, oui. Et donc, au lendemain des élections à l'Assemblée nationale française, au Bénin, au Dahomey, dans le temps, des partis politiques ont commencé par se créer. C'était déjà, comme l'a dit le professeur, les signaux des situations qui vont se produire plus tard. Alors, des partis politiques, là, on en a eu une dizaine, si je ne me trompe, mais pourquoi? En fait, comme l'a dit M. Tintin, le tout premier parti qui était créé, l'UPD, regroupait l'ensemble et reconnaissait Akpiti comme étant leur représentant là-bas. Mais au fil du temps, il est apparu que Akpiti ne devrait plus être le seul désigné. Et à partir de là, le problème de désignation d'autres s'est posé. Et c'est autour de la désignation, de cette désignation-là, que la division est apparue. D'où la création de ces partis politiques. Oui. Et donc l'histoire ne fait que le répéter. Voilà. Oui. Alors, donc les partis politiques sont nés. Désormais, on entend parler de Sorombiga Akpiti, on entend parler d'Aroma Degbe, Maga, etc. Et donc, de cette période jusqu'à 1960, le 4 décembre, il y a eu la proclamation de la République dahoméenne, le 4 décembre 1958. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé et pourquoi. Le peu que je connaisse, et à partir du moment où les gens demandaient à avoir le statut d'autorité politique, on leur a accordé, et ça s'est concrétisé par les premières élections législatives, où Akpiti, effectivement, le seul député du Bénin, du Dahomey et du Togo. C'est maintenant au second mandat, en 52. Parce que déjà avant 52, puisque après les élections, c'était avec des comités électoraux. Et sur ces comités électoraux de près de 42 sections comme ça, ils ont retrouvé en avril 1947 pour créer l'Union progressive dahoméenne, qui portait l'espoir de l'unité de la colonie. Mais malheureusement, ça n'a pas fait long feu, pour des raisons très simples. Puisque après les législatives, il y a eu les élections communales. Et c'est déjà là que le problème entre Akpiti et Aroma Degbe s'est asservi. C'est ce qu'on appelle les non-dits de l'histoire. Pour ces premières élections,
Ahomadegbe était très bien implanté dans la région de Porto Novo, à Franco et tout, je crois que personne ne conteste cela. Voilà. Son premier bureau, c'est là-bas. Donc, naturellement, lorsqu'il s'agit d'aller aux élections, c'est de vous présenter là où vous avez des chances de passer. De passer, absolument. Voilà pourquoi Ahomadegbe voudrait se présenter à Porto Novo. Le nom dit c'est quoi? C'est que au niveau de Porto Novo, les amis d'Apiti, on dit que Porto Novo c'est pour les bons. Ahomadegbe n'est pas bon. Ça, Il est bon. ça c'est dans les années. C'est là, c'est pas les années 47, c'est ça, je dis. Quand il parle des noms de l'histoire politique, on dit qu'il n'a qu'à aller se présenter chez lui. Ah bon, mais. Ah, bon. Voilà le départ réellement des conflits, des problèmes entre Ahomadegbe et Apiti. Mais on a fait après dans le temps aussi, Maga aussi formé. Je voulais en arriver, j'en arrivais à la Maga. Maga était encore rien par rapport aux autres. Pour les débuts là, Maga était encore rien pratiquement. La belle preuve est que pour les premières élections d'Apiti dans le Nord, il dit que c'était un scrutin uninominal. C'est Maga qui était le directeur de campagne d'Apiti dans tout le Nord. Sauf qu'on m'apporte le peu contraire. Parce qu'il était en poste, c'était directeur d'école à Natitengu. Et c'est Maga qui faisait dérouler les pagnes des femmes au cours des campagnes d'Apiti pour glorifier son candidat à Apiti. Très bien. À Natitengu. Apiti était tellement bien accepté dans le Nord. À Djougou, il y a un certain Ouenke. On l'a surnommé Apiti Ouenke. C'était tellement un admirateur d'Apiti, on l'a surnommé Apiti Ouenke. Il est décédé, mais sa famille est encore là. Alors si je le dis, c'est pour que par rapport à notre pays, qu'on sache d'où viennent les choses. Donc, l'ethnocentrisme et le régionalisme en politique, voilà l'origine là où ça remonte. Merci. Avant que ça ne soit ce qui va concerner le Nord. Et j'en arriverai là. Vous comprenez bien? Oui. Et donc, après ces premières élections, comme là c'est bien dit, ils ont créé à partir des comités électoraux là, un parti politique, l'Union progressive d'Aomé, qui portait l'espoir d'une entente, d'une cohésion. Malheureusement, ça n'a pas fait. On fait parce que quand le premier mandat est terminé d'Apiti, un second mandat en 51-52, cette fois-ci, c'est scrutin de liste. Scrutin de liste. Or, entre-temps, lorsque on avait empêché à Ahomadegbe de se présenter, bon, il a quitté l'Union progressive d'Aoméenne. Donc, première dissidence déjà au sein de ce parti unique pour créer le BPA de Émile Poisson et tout ça. Devenu UDD. Vous comprenez bien que va devenir UDD. Première dissidence. Deuxième dissidence, ça viendra de qui? Ça viendra d'Apiti lui-même. Au second mandat. Il a dit bon, que c'est un scrutin de liste cette fois-ci. Qu'on positionne Apiti tête de liste et comment on appelle Émile Delin Zinsou second, ainsi de suite. Ceux qui étaient déjà contre le choix d'Apiti dans la première élection. Et tout ça l'a regroupé, professeur, c'était donc les intrigues politiques. Les intrigues politiques. Donc c'est pour vous dire que oui. Nous disons, oui, par rapport à nos populations, d'où nous venons, pourquoi on est assis et ça, ce qu'on doit pouvoir faire pour pouvoir construire la nation. Donc, Apiti, comme il est bien supporté par le côté, s'il ne veut pas te reconduire, te mettre tête de liste, alors quitte leur liste. Vous verrez que Apiti est redevenu député pour son second mandat sur la liste PRD. Non pas PRD, Union française. Très bien. Il a quitté, donc, attendez, vous oui, parce que nous avons. Non, Union française. Nous ne sommes plus par le temps. Lorsqu'il a été élu, c'est à ce moment-là qu'il a quitté pour créer le PRD. Deuxième dissident au sein du parti. Donc il reste maintenant, cette fois-ci, Maga. Parce que c'est lui le dernier. De l'autre côté, la partie politique dans le temps. Exactement. Le Maga, pour les élections communales, là, il s'est présenté sur la liste, dans la circonscription électorale qui regroupait Natitengu et Kandi, Latakura, donc, et l'actuel, comment on appelle, Alibori. Et sur la même liste que les gens de Porto Novo, sur la même liste,
Maga a été élu sur la même liste à Kandi que le candidat de Porto Novo. Vous comprenez bien. Très bien. Et comme il a été parlé parmi les conseillers, maintenant pour un candidat pour la conseillère maintenant de la liste législative de 52, Pour qu'on gagne du temps. je vais pas gagner du temps, tenez-vous tranquille, tu vas escamoter parce que là, c'est un mauvais compréhension, ça va être dangereux. Oui. Je vais être très vite là. Ah, oui. Et c'est Pour qu'on gagne lorsqu'on du n'a temps. pas, quand Apiti a quitté pour créer le PRD et tout ça, il restait Maga. Maga, maintenant, c'est à ce moment que les élus qui ont été élus dans le Nord disent maintenant, pour la seconde mandature à l'Assemblée nationale, il faudrait qu'on puisse positionner Maga sur la liste, second parti de liste. C'est ce qui a été refusé pour dire non. Et c'est en cela, si je le dis, si j'insiste là-dessus, nous sommes des éducateurs. Il faut que les gens sachent les vrais problèmes de fond qui nous minent. Le fait de refuser, c'est pas ça qui est un problème. Mais le fait de la manière dont ça a été dit. Oui. Pour Non, dire mais- que ça. Ah non, Ce que nous allons faire, professeur Bion, s'il vous plaît, nous n'avons pas envie de réveiller les vieux démons. Non, les vieux démons. c'est- Son aile libre là. Justement, c'est en voulant cacher les vieux démons qu'on les renforce. Oui, Vous comprenez bien. Est-ce que vous savez aujourd'hui, quand on parle du régionalisme en politique, de l'intelligence santé, est-ce que ce n'est pas le Nord qui est stigmatisé? Ça ne le dit pas aujourd'hui. Si quelqu'un veut contester, je le dis. Non, pas forcément le Nord, pas forcément le Nord. Ça c'est se remarque un peu. C'est pour cela que je reviens par rapport à ça. Donc, maintenant, quand on dit, bon, ils ne sont pas encore assez mis pour mériter un siège à l'Assemblée nationale française. C'est en cela que, quand ils ont rendu compte que les gens se sont révoltés, comme on les a terrés de mettre non-mur, c'est là qu'ils ont créé une liste d'indépendants. C'est cette liste-là qu'ils ont appelée groupement ethnique du Nord Dahomey. Et c'est à ça que les hommes politiques s'accordent pour dire voilà les gens du Nord. Merci de nous avoir fait partager, d'avoir restitué. Oui, alors pour notre pays, personne ne viendra construire le pays à notre pays. Merci beaucoup. Alors nous en sommes donc à cette réalité, de plusieurs partis politiques et aujourd'hui à l'indépendance. Mais rappelez-nous, professeur, comment est-ce que le président Maga a été choisi donc, et c'est lui qui a... Exactement. On le dira. Pourquoi on va de façon... Non, j'ai dit déjà l'essentiel. En réalité, alors, je vais vous dire pourquoi c'est Maga qui a été choisi. Parce que c'est d'abord, quand ils ont atterri pour la communauté, donc c'est une indépendance négociée. C'est pas la guerre et tout ça là. Donc ils étaient quand même trois. Voilà comment les trois têtes sont nées à Oumadégbé, à Apiti Maga. Bon, aucun des trois n'était suffisamment fort pour dominer l'électorat national. Il fallait une alliance de 2 contre 1. C'est ce qui s'est passé pour créer l'instabilité chronique que nous avons connue. Alors, sur cette base-là, De Gaulle leur a demandé, comme ils sont 3, en vue, ils n'ont qu'à s'entendre pour désigner un qui ira voir Houphouët-Boigny. Et comment on appelle le président du Niger, négocier. Bon, les 3 se sont retrouvés. Maga dit, entre nous 3, je suis minoritaire. Et que ce soit à Oumadégbé ou à Petit, il n'y a aucun problème avec l'un ou l'autre. Mais les deux n'ont pas été capables de s'entendre. Il a fallu l'intervention de Oumadégbé pour faire demander à Houphouët-Boigny de faire pression sur Maga pour que Maga accepte, parce que le coup qu'on lui a joué et à Porto Novo, il ne l'a pas oublié, et voilà pourquoi il ne voudrait pas que ça soit appelé, parce qu'ils étaient encore encore politique. Voilà, c'est comme ça. Sinon, comment c'est Maga, entre les deux, les trois là, pourquoi c'est lui qui doit être, parce que Oumadégbé ne voulait pas que ça soit Apiti, Apiti ne voulait pas que ça soit Oumadégbé. Voilà ce qui a donné la... Très bien. Monsieur René Gnonfon. Oui, alors, Mons à 3 têtes est né, Maga a accueilli coup d'état de coup d'état en coup d'état, et le Dahomey était devenu l'enfant malade de l'Afrique. Est-ce que vous en étiez fier quand vous entendiez cette phrase? Est-ce que ça reconfortait? En fait, de maladie, c'est plutôt la détermination des Dahoméens à marquer leur existence. Oui. C'est ça qui a conduit à ces changements de
parce que généralement, ce sont les luttes des populations. Ce sont les luttes des travailleurs. C'est ça qui conduit généralement à demander aux militaires de venir prendre le pouvoir. Ils demandent aux militaires de venir prendre. Et lorsque l'armée prend le pouvoir, ils savent qu'ils vont maintenant en négociation et ils vont vers les militaires. Et quelques moments après, les militaires remettent le pouvoir aux civils. Cela a été le cas pendant longtemps. Jusqu'en 1972, où le même schéma est arrivé. Très bien. On arrivera à cette période. On arrivera à cette période. On est donc de 60, à partir de 60 jusqu'à 70, avant 72, M. Thiongdien. Oui. Oui. Des coups d'État, des présidents qui, il y en avait eu. Et donc, les militaires étaient devenus les maîtres à siffler la fin de la récréation, les arbitres qui voulaient tout contrôler, mais qui, eux, se sentaient pas à même de pouvoir diriger. Sinon, depuis lors, depuis Soglo, ils pouvaient déjà prendre le pouvoir et diriger. Pourquoi à chaque fois, ils faisaient appel aux civils? Bon. Est-ce que tu me permets de rebondir d'abord sur l'histoire de l'enfant malade de l'Afrique? Oui, allez-y. Le Dahomey n'est pas du tout un enfant malade. Et la qualité de ses fils est reconnue un peu partout dans les colonies françaises et au-delà. Quartier latin de l'Afrique. Quartier latin de l'Afrique. Quelqu'un l'a dit, on dit c'est Mounio, comment il s'appelle? Manuel Mounier. J'étais avec Yinofun à Moscou au 27e congrès du PECUS. En marge du congrès, nous avons visité... Et ça, c'était en quelle année? C'était en 1987. 87, d'accord. Nous avons visité l'université des coopératives de Moscou. Le recteur de l'université, en recevant notre délégation et en parlant de nos étudiants, a dit: si tous nos étudiants étaient des Béninois, nous n'aurions aucun problème. C'était pour dire quoi? Selon vous? Bon, il a expliqué. Par le résultat universitaire, ils étaient en tête. Sur le plan de la discipline, ils ne nous posent aucun problème. Et c'était à Moscou. Je ne vais pas parler du rôle que les nôtres ont joué un peu partout, en Centrafrique, au Tchad, au Congo, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Déjà en 1921, il y avait eu en Côte d'Ivoire un mouvement national contre la position que les cadres dahoméens occupaient aux côtés de l'administration coloniale dans ce pays. Bon, donc nous ne sommes pas du tout malades. On peut dire que nos hommes politiques ne savent pas nous élever au niveau qu'on nous connaît, en réalisant notre unité, en faisant en sorte qu'il y ait une continuité de l'action de développement et que les générations qui se suivent aient toujours quelque chose à ajouter à ce que leurs prédécesseurs ont réalisé. Ça là, il faut que on arrive à exorciser. Vous avez utilisé un mot fort. C'est fort. Ça, c'est une parenthèse. Très bien. Pour, maintenant, effectivement, et il ne faut pas, dans nos divisions, oublier non plus l'action du colon qui connaît la qualité des Dahoméens et qui avait peur de leur entente, de leur unité d'action. C'est ça. Donc, nous-mêmes, on laissait transformer nos différences d'opinion et d'origine régionale en contradictions inconciliables. Les autres en profitent pour faire éclater nos... Donc, c'est cela le mal. Bon, et ce qu'on a connu, le professeur l'a montré tout à l'heure, se joint, ils étaient pratiquement les trois dominants, les trois partis dominants
c'était le parti de Maga, de Ahoma Regbe et de Akpiti. Mais on a insisté à quoi? Ahoma Regbe s'alliait à Akpiti contre Maga. Akpiti s'alliait à Maga contre Ahoma Regbe. Et ce jeu, eux faisaient des alliances et les défaisaient en fonction de leurs intérêts du moment. Je crois que ça là a été un facteur constant de notre histoire qui fait que bon, la situation se délite et quand les travailleurs ont commencé à prendre conscience de leurs intérêts et les défendaient, cela créait une situation sociale et politique ingérable et ça favorise l'intervention de l'armée dans la vie politique. On ne peut pas attribuer seulement au coup d'État l'instabilité que notre pays a connue, parce que les militaires aussi sont des citoyens réfléchis, habitués à la discipline. Mais quand les civils montrent qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et à diriger, ils interviennent pour dire bon, donc vraiment, je suis heureux que avec le 26 octobre, nous avons connu au moins 17 ans de tranquillité. Très bien. Et que après la conférence, nous ne voyons plus ressurgir ces choses-là. Nous allons remonter dans le temps, si vous le permettez, et parler avec le professeur du premier coup d'État du 28 octobre 1963, orchestré par le général Christophe Sogo. C'était très audacieux de descendre, de décharger le père de l'indépendance, démocratiquement élu, et c'était très audacieux, et ça a donné la porte ouverte à tout ce qui s'est passé après. Oui, absolument. C'était de l'audace. Oui, c'était de l'audace. On avait du soutien. Quand on suit l'évolution, on n'est pas surpris. Ça. Pourquoi? On n'est pas surpris. Parce que si on en est arrivé à ça, c'est le fait que Apiti Ahoma Regbe ne serait jamais entendu. Donc, lorsque Maga, c'est eux, regarde ce que Maga soit là. Et comme aucun d'entre eux, comme il l'a souvent dit, n'a la force de pouvoir dominer tout le territoire. Alors, ce qui s'est passé en 63, cette fois-ci, c'est ce qui ne s'est jamais passé auparavant, à savoir l'entente Ahoma Regbe et Apiti contre Maga. Vous comprenez bien, contre Maga. Parce que dans un premier temps, logiquement, c'est Apiti qui devait être le premier président de la République. Mais si on en est arrivé à ce que Apiti démissionne en 59, il est extrémiste pour que Maga vienne le remplacer dans son fief. Du point de vue politique, il y a beaucoup d'implications. Donc, alors, lorsque ils ont commencé, et Maga et Apiti, parce qu'en réalité, ils avaient mis Apiti de côté. Ils ont signé un front d'action patriotique, FAP. Et c'est lorsque Apiti a réussi à tirer Maga de son côté pour créer un front d'action démocratique contre Ahoma Regbe qu'ils avaient tenu pendant les 3 ans là. Vous comprenez bien. Donc, au bout des 3 ans, finalement, et puis que Apiti était Premier ministre et en même temps aussi vice-président de la République. Donc, leur rapprochement avec Ahoma Regbe, on dit, mais finalement, est-ce qu'on va laisser ce type-là continuer à nous? Donc, c'est l'entente cette fois-ci, l'alliance Apiti Ahoma Regbe pour faire tomber Maga, qui est à la base du coup d'État du 28 octobre 1963. Alors, 63, mais comme eux, Apiti et Ahoma Regbe, Apiti président et Ahoma Regbe vice-président, mais dans les textes n'étaient pas très clairs dans la gestion des textes. Pour cela qu'il faut faire beaucoup attention par rapport à la qualité des textes. Puisque Apiti président de la République, Ahoma Regbe vice-président, et dans un cas, il n'y avait pas de sincérité en réalité, ce qui se lit par après. Ils n'ont fait qu'un an. Et c'est leur mésentente qui a fait intervenir justement le général Christophe Sogo. Pouvoir donc le maîtriser. Et finalement, on a demandé à l'un de démissionner, sans l'autre
Ah, bon, mais comme vous l'avez dit, les syndicats, les travailleurs ont pris leurs responsabilités, pas de démission de tel sans l'autre, et il revient encore pour dire les deux là, n'est-ce pas, pour les écarter. Conséquence, c'est qu'en 12 ans d'indépendance, nous avons connu près de 8 coups d'État. C'est ce que j'ai appelé l'instabilité politique chronique. Oui, coups d'État en 12 ans après l'indépendance. Oui, est-ce que c'était véritablement l'intérêt du peuple dahoméen qui autour de ça, de ces intérêts-là qu'on luttait, ou c'était soi-même, on pensait qu'à soi-même? Justement, le problème qui s'était posé. On dit que les travailleurs luttent. Ils revendiquent leurs droits. Jusqu'à un point, le gouvernement en place n'arrive pas à tenir. Et l'armée intervient. Reste à la tête pendant un temps et organise des élections. Avec le jeu dont on parle tout à l'heure là, avec ce jeu, ils arrivent à s'entendre 2 à 2 là pour prendre le l'autre. Et ça là c'est pour un moment. Parce que les problèmes, les travailleurs demeurent toujours sans solution. Est-ce que le peuple mangeait à sa faim? Est-ce qu'il y avait, au fait, c'était des questions. C'était le problème qui se posait. Voilà. Le peuple affamé revient toujours à l'assaut, revendique toujours par le biais des syndicats. Et pourtant, on avait des intellectuels à la tête, des intellectuels très remplis à la tête de... Surtout les intellectuels sont rentrés des études et sont dans différents services et ont pris la tête des syndicats. Vous voulez dire sans aucune expérience? Non mais, c'est sur le terrain qu'on a, sur le terrain, l'expérience a été acquise. Il ne faut pas oublier que sur les bancs universitaires, il y avait des luttes étudiantiles. Et ils se forgeaient depuis là-bas. Et depuis là-bas, ils intégraient des partis. S'ils sont en France, c'est les partis français. C'est ça. Oui. Ils acquièrent des expériences. Et quand ils... donc on s'abreuvait déjà. Oui. Quand ils reviennent ici, ils alimentent les syndicats et le mouvement devient beaucoup plus conscient et... Mais comme toujours, c'est les mêmes partis qui reviennent là. C'est ce qui a fait qu'au dernier moment, les gens disent trop c'est trop. À partir de ce moment-là, Kérékou qui est venu le 26 octobre là, il faut s'asseoir et qu'on sache ce qu'on doit faire. Très bien. Merci. Alors, une question à M. Tiaontien, avant qu'on ne suive un élément témoin qui regroupe, qui revient sur l'ensemble de cette période, M. Tiaontien. Voilà. Oui, coup d'État répété. Mon ça croit être. Il faut faire tomber l'autre, faire remplacer, ainsi de suite. L'armée aussi n'avait que choisir. C'est-à-dire, ils avaient aussi, elle avait ce problème de choix, le meilleur pignon qu'il fallait. Mais est-ce que tout ça là, au sein de l'armée, c'est vrai que vous n'êtes pas militaire, vous les avez